notre invité politique ce matin, c'est donc Julien Bayou. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Bonjour Stéphane Vernet. Bonjour. Stéphane qui dirige le bureau parisien du journal Ouest France. On commence, Julien Bayou, avec ce plan que doit dévoiler ce matin Emmanuel Macron. Plan France 2030. Parmi les thèmes, il y a le nucléaire dont on parle beaucoup. Il devrait annoncer des mini-centrales, le financement de mini-centrales. Comment vous regardez, vous, cette mesure ? Moi, je vois ça comme une fuite en avant. On parle de 2030, mais ces mini-centrales, si un jour elles voient le jour, c'est pas avant 2035 ou 2040. La technologie n'existe pas. Alors, je ne sais pas très bien si c'est bien responsable de faire reposer l'avenir de notre pays sur une technologie qui n'existe pas. Vous voyez, un peu la fuite en avant, c'est-à-dire qu'on nous vend le nucléaire comme une énergie sûre, ça n'est pas vrai. Comme une énergie qui garantit l'indépendance nationale, c'est pas vrai. 100% du combustible est importé. Comme une énergie pas chère, c'est pas vrai. Le coût de l'EPR, c'est 2 fois le coût de l'énergie renouvelable. Les énergies renouvelables qui créent plus d'emplois. Et alors là, on a l'EPR de Flamanville qui ne fonctionne pas. On en a un des 2 réacteurs en Chine qui est arrêté, le 4e en Finlande qui connaît déboire sur déboire. Et on nous dit on va continuer à fond sur les EPR, sachant le fiasco, disons les mots, que cela représente aujourd'hui à Flamanville. Et ces mini-centrales, peut-être que les appeler mini ferait passer ça pour des installations sans danger. Je pense qu'il y aura un enjeu d'acceptation sociale, au contraire. Mais surtout, ces technologies n'existent pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de prototype. Et donc, tout miser l'avenir du pays là-dessus, je trouve ça particulièrement irresponsable, à l'image un peu du quinquennat d'Emmanuel Macron qui ne prépare pas l'avenir, tout simplement, vu son inaction sur le dérèglement climatique. En fait, c'est l'échec, le gouffre que représente l'EPR qui vous fait dire qu'on pourrait avoir un nouvel accident industriel avec ce projet de mini-centrale. Mais moi, je ne comprends pas. Écoutez, on va avoir un président de la République qui va annoncer 6. Alors, pourquoi 6 ? Il y a eu un débat, à un moment, j'ai raté peut-être le passage. Pourquoi 6 ? Où va-t-on les implanter ? Et surtout, je le redis, il n'y a pas de prototype. Aujourd'hui, vous pouvez chercher, vous aurez peut-être au mieux des images de synthèse, mais la France ne dispose pas de la technologie de ces fameux de ces mini réacteurs. Et donc, et elle peut pas l'inventer. Pour moi, ça correspond vraiment à de la tactique, à quelques mois de la présidentielle, où Emmanuel Macron revient sur sa promesse. L'enjeu, c'était pas de construction de nouveaux EPR avant que celui de Flamanville soit peut-être au moins un jour terminé. Et pendant ce temps-là, moi, ce qui me... Mais les mini-centrales, c'est pas des EPR, c'est... Oui, c'est ça, c'est la godille, quoi. Vous voyez qu'on est dans la rhétorique, là. On est pas d'EPR, pas de nouveaux EPR, pas de réacteurs nucléaires, et donc on invente un nouveau truc, mais qui n'existe pas encore. Enfin, moi, vraiment, qu'on accorde à la parole présidentielle un tel crédit, alors que tout ça, c'est bidon. Enfin, quand est-ce que la loi... le débat public a tranché sur le besoin de l'énergie en France. Mais jamais. Et investir. Et pendant ce temps-là, moi, ce qui me navre, c'est que le prix de l'énergie pour les foyers, pour les ménages, pour les habitants augmente en flèche, on le sait. La solution, une partie de la solution, c'est la sobriété, la réduction de la consommation d'énergie. Je pense à toutes les personnes qui ont des convecteurs électriques, vous savez, des grille-pains chez eux pour se chauffer. L'hiver arrive et vont payer plein pot. Mais la Fondation des Pierres propose de rénover ces logements. Comme Yannick Jadot le propose, 0 avance, 0 reste à charge. Voilà du très concret, et y compris pour les petites et moyennes entreprises. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pendant le quinquennat sur les passoires thermiques. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et pas suffisamment faites. Moi, j'en veux pour preuve les propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui ont été passées à la broyeuse, les propositions de la Fondation Abbé Pierre à qui on a dit merci, vraiment c'est très intéressant, mais on va rien faire. L'enjeu, c'est le 0 reste à charge, 0 avance. Il y a des ménages extrêmement vulnérables. On appelle ça la précarité énergétique. Quand vous consacrez une part très importante de votre revenu, non pas à l'éducation de vos enfants, non pas à la santé de vos enfants, non pas à vos loisirs, mais à payer la facture. C'est des copropriétés dégradées, c'est des logements sociaux où vous payez plus cher. C'est le cas, moi j'étais à la Courneuve il y a quelques mois, vous payez plus cher en facture d'électricité qu'en loyer. Et ça vous prend à la gorge quand c'est 800 €, 900 € les mois d'hiver alors que vous avez qu'un SMIC pour faire vivre votre famille. Ça, c'est du très concret. Et dire, nous allons rénover massivement ces logements, ces bâtiments. Gaël Giraud, économiste, chiffre les résultats de cette action à des dizaines et des centaines de milliers d'emplois.
non délocalisables, tout corps de métier. Enfin, c'est ça l'enjeu d'une vision à 30 ans pour le pays. Moi, j'en vois pas dans les annonces du président, en tout cas. Justement, puisque vous parlez des prix de l'énergie, pour finir sur le nucléaire, hier, Fabien Roussel, il disait se priver du nucléaire, c'est augmenter la facture des Français et rendre plus cher l'électricité. Ceux qui disent le contraire mentent, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous pensez de ces phrases de Fabien Roussel? Je pense qu'on aura un débat sur les chiffres. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que le prix de sortie de l'électricité est 2 fois moins cher pour les installations offshore éoliennes, par exemple, que le prix attendu pour l'EPR de Flamanville, si un jour il voit le jour. On a topé avec les Anglais à Mais en attendant l'EPR, est-ce qu'aujourd'hui le coût du nucléaire, il n'est pas moins cher que le coût des éoliennes? Non, en net, entre guillemets, sur tout le cycle de vie. Mais c'est parce que vous intégrez en aussi intégrant le fiasco de l'EPR. Et en intégrant le démantèlement. Parce qu'aujourd'hui, moi, les gens très sympathiques, comme Fabien Roussel, n'intègrent pas le démantèlement. Vous avez un exemple très concret avec les réacteurs de première génération. Uranium naturel, graphite gaz, qui devaient être démantelés. Et finalement, EDF nous dit, bon, on va changer de technique. Je m'arrête là parce que je ne suis pas expert du sujet. Mais donc, on va reporter de 60 ans le démantèlement, parce que ça coûtera plus cher. Qui peut dire l'état de la France ou d'EDF dans 60 ans ? Et donc, si vous n'intégrez pas le cycle complet du produit, alors évidemment, vous pouvez vous dire les centrales sont amorties et on continue tel quel. Mais on ne peut pas continuer éternellement des centrales qui ont été prévues pour 40 ans. Vous pouvez peut-être les prolonger. Au moment où les besoins en électricité des Français vont augmenter. Eh bien, c'est la proposition de Yannick Jadot, c'est la proposition du scénario Négawatt. C'est un scénario de sortie en 20 ans ou 25 ans, acté aujourd'hui, la sortie progressive du nucléaire. Voilà l'option raisonnable. C'est-à-dire les énergies renouvelables, elles sont en mesure de fournir les besoins en électricité de la France? Bien sûr, en montant en charge progressivement sur cette double décennie. Et par ailleurs, il y a un enjeu de maîtrise de la consommation d'énergie. Et il y a un enjeu d'acceptabilité aussi. Vous parliez de l'acceptabilité tout à l'heure. Vous voyez bien que les éoliennes, l'acceptabilité, elle est en chute. Je suis en complet désaccord avec vous. Complet désaccord avec vous. Et d'ailleurs, les chiffres sont de mon côté, puisque une enquête récente montre qu'on est à 75% de soutien aux énergies renouvelables, y compris dans la région. Un peu moins, ça a baissé. Ça a baissé. Je crois que c'est passé de 80 à environ 63, le soutien aux éoliennes. Quand le nucléaire monte, alors certes, le nucléaire est encore en dessous, mais le nucléaire monte. Si vous voulez faire la bataille des chiffres, si vous voulez faire la bataille des chiffres, ils disent oui, on est pour l'éolienne, mais pas les éoliennes à côté de chez nous. Si vous voulez faire la bataille des chiffres, il n'y a que 16% des Françaises et des Français qui sont pour la création de nouvelles centrales. Donc en matière d'acceptabilité, on est très très loin. Voilà. Donc l'enjeu, c'est quelle vision pour le pays à long terme. Nous disons l'entêtement dans le nucléaire est un fiasco financier. Je ne parle même pas des risques pour le pays et je ne parle même pas de la question du traitement des déchets. C'est-à-dire, je pense qu'il faut se poser la question presque métaphysique de notre rapport aux générations futures. Quand on dit nous produisons des déchets qui ont une durée de vie de 10 000 ans, quand on sait que le temps qui nous sépare de l'invention de l'écriture, c'est 5 000 ans dans le passé, dans quelle langue vous écrivez « attention, danger » ? Vous voyez, nous sommes en train de léguer aux générations futures, et je parle de milliers de générations futures, un cadeau empoisonné, nous sommes en train de décider pour elles. Et donc, tout commande de dire le nucléaire est une énergie du passé, ses coûts vont croissant, il y a des enjeux de sécurité croissants, le coût de revient des énergies renouvelables, lui, baisse, c'est là-dedans qu'il faut investir, c'est là-dedans qu'il y a des emplois, et n'oublions pas le troisième pilier, que rappelle Yannick Jadot souvent, c'est la rénovation thermique et la réduction de la consommation d'énergie. Et ainsi, vous avez l'acceptabilité sociale, parce que si je rénove votre logement et que je vous fais économiser l'équivalent d'un 13e mois, nous on appelle ça un 13e mois écolo, évidemment tout le monde y voit son intérêt, y compris les PME qui rénovent ces logements. Et justement, on va parler des prix de l'énergie. Oui, alors il y a l'opération bouclier tarifaire, le chèque énergie. Est-ce que le gouvernement a bien réagi par rapport à cette problématique? Oui, il faut bien sûr augmenter le chèque énergie. Il faut aussi l'élargir, comme le propose Yannick Jadot. Parce qu'il y a augmenter de combien? Est-ce que les 100 € du gouvernement, c'est suffisant? Pour vous, il faut l'augmenter encore plus? Alors, moi, j'aimerais qu'en fait, on le rende automatique. Parce que il y avait un rapport du Secours catholique, si je ne dis pas de bêtises, qui montrait que c'était très complexe, en fait. Il y a un taux de non-recours important? Il y a un taux de non-recours de 25%. Et comment on fait pour le rendre automatique? Il y avait ces tarifs sociaux qui étaient de droit, tarifs sociaux, ce qui fait que vous n'aviez pas réclamé ex post, entre guillemets, un remboursement, mais vous aviez une baisse du tarif sur votre facture. La proposition que nous faisons, nous écologistes, c'est d'intégrer une tarification sociale et que les premiers kilowattheures, un peu comme la tarification avec l'eau, que les premiers mètres cubes sont gratuits. Vous avez un forfait de premier mètre cube, ceux qui sont utiles pour se chauffer, pour faire la cuisine par exemple.
Et ensuite, il y a une augmentation progressive pour les différents usages. Ça, c'est une proposition très structurelle qui permet de permettre à chacune de pouvoir se chauffer, ce qui est la décence minimale. Ce qui monte aussi, ce sont les prix à la pompe qui atteignent des niveaux plus élevés que lors de la crise des Gilets jaunes, donc des niveaux assez hauts. Est-ce que là, il faut aider les Français à payer leur carburant aussi? Nous, on défend le fait que quand il y a des recettes qui sont issues de fiscalité écologiste, eh bien, l'intégralité des recettes doit aller à la sortie de la dépendance. Vous avez des ménages aujourd'hui qui ont besoin de faire 50 km pour aller travailler. Eh bien, elles sont dépendantes de la voiture parce que malheureusement, depuis 10 ans, depuis 20 ans, on n'a pas fait les efforts sur les bus, sur les cars, sur les transports en commun, sur la réhabilitation ce qu'on appelle les petites lignes de train. Et donc aujourd'hui, elles sont dépendantes. Et du coup, elles sont prises dans un effet ciseau et elles ne s'en sortent pas. Donc c'était tout l'enjeu de l'écotaxe, par exemple, qui a été enterré sous le gouvernement d'avant, le gouvernement de François Hollande par Ségolène Royal. Ça devait rapporter 1 milliard d'euros qui devait aller aux infrastructures de transport, les trams et autres soutiens aux trains. Mais ça, c'est long à mettre en place. En attendant, ça, c'est structurel. Mais l'enjeu, c'est bien de réduire la dépendance à la voiture. L'enjeu, c'est bien. Ça veut dire on les aide pas? On peut les aider ponctuellement, évidemment. Mais j'insiste, l'enjeu, c'est de sortir de la dépendance à la voiture, pouvoir développer le covoiturage, de réinvestir dans les lignes de train. La baisse des taxes sur le carburant que propose Anne Hidalgo, par exemple, c'est une solution que vous soutenez ou pas? Bon, pour moi, ça ressemble vraiment à une fuite en avant. Je comprends pas vraiment le sens de cette proposition. D'ailleurs, pas grand monde la comprend. Comment vous justifiez de baisser la facture de quelqu'un qui a choisi de se payer un gros 4x4 ouais, si c'est pas ciblé, enfin, je comprends pas le sens de cette proposition. Ciblé sont les gens qui ont besoin de leur voiture et qui n'ont pas les moyens de transport. À minima, par exemple, quand vous faites des zones à faible émission, évidemment qu'il faut prendre en compte la situation de l'artisan parce que pendant des années on lui a dit d'investir dans le diesel parce que c'était cocorico et que c'était bon pour le pays, et en fait on l'a piégé. Donc à la revente, sa Kangoo ou son utilitaire ne vaut plus rien, la personne est piégée. Et s'il n'y a pas de transport en commun, elle est vraiment en difficulté. Donc là, il faut prévoir des exemptions, ce qu'on appelle des périodes de transition, évidemment. Mais enfin, faire un chèque à la personne qui a choisi d'acheter un SUV pour pouvoir faire les 800 mètres qui le séparent de l'école et faire ses courses, non, là, c'est pas le rôle des pouvoirs publics, évidemment. Et j'insiste sur le coût, par ailleurs, social, en matière de pollution et de bruit des moteurs thermiques. Enfin, il y a quand même, la hausse est quand même très spectaculaire. Vous ne craignez pas un nouveau mouvement type gilet jaune ou quelque chose qui s'en approcherait? Il y a une espèce de relance de la contestation par l'usage, où les gens se disent on atteint des prix délirants, et pour plein de gens c'est insoutenable. Et oui, mais au sens propre du terme. Ça s'appelle les dépenses contraintes. Et aujourd'hui, dans ce pays, les dépenses contraintes explosent. C'est les dépenses de santé, c'est les dépenses d'assurance, c'est les dépenses bancaires, c'est les dépenses de loyer. C'est Emmanuel Macron qui a rendu l'encadrement des loyers facultatif et donc il a sabordé. C'est évidemment les dépenses d'énergie, on en a dit un mot. C'est parce que depuis 20 ans, on n'a pas entendu les alertes de la Fondation Abbé Pierre ou des écologistes sur la rénovation thermique. Nous proposons d'en faire l'équivalent des grands travaux de Roosevelt des années 30. Les grands travaux dans la rénovation thermique créaient des centaines de milliers d'emplois sur tout le territoire. Rénovation des bâtiments publics, rénovation des logements sociaux, rénovation des logements privés. Zéro avance, zéro reste à charge. En fait, l'action écologique, c'est réduire ces dépenses contraintes pour pouvoir avoir du pouvoir de vivre et consacrer votre revenu et faire des choix pour votre santé ou pour vos loisirs. Quand on met en place des cantines bio, c'est la garantie d'un vrai bon repas par jour pour les gamins, un vrai bon repas, en plus un revenu décent pour les agriculteurs, et réduction des dépenses contraintes. Ali Rabé, que je salue, qui a été réélu maire de Trappes au premier tour dimanche dernier, met en place des cantines bio dans une ville extrêmement populaire, avec, pour quelques dizaines de centimes, des familles qui ont la garantie que leur enfant, eh bien, il mange bien au moins une journée le midi à la cantine. Ça, c'est écolo. Ça, c'est social. Ça, c'est la réduction des dépenses contraintes. On appelle ça un 13e mois écolo. Et ça peut même aller sur un 14e mois écolo quand on ajoute évidemment les transports, la santé, l'alimentation et la baisse de la facture d'électricité. On va passer au reste de l'actualité. Julien Bayou, et c'est Gérald Darmanin qui reçoit aujourd'hui Monseigneur de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, après ses propos qui ont fait polémique sur le secret de la confession supérieure pour lui aux lois de la République. Gérald Darmanin a raison de le recevoir?
Oui, bien sûr. Le secret de la confession ne s'impose pas aux lois de la République. C'est la loi de 1905, là-dessus, c'est évidemment très clair. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? En fait, j'attends qu'on ne se concentre pas sur l'histoire de la confession. Parce que le rapport Sauvé pointe une défaillance, une carence violente de l'Église, un échec, un fiasco systémique. 300 000 victimes, 200 000 à 300 000 victimes, c'est 12 par jour. Voilà. Donc en fait, vous voyez, c'est l'ensemble du pays qui a un problème avec la pédocriminalité. C'est uniquement l'Église qui doit faire ce travail ou les politiques? Je pense que c'est l'ensemble du pays parce que on est sur finalement 3 enfants par classe en moyenne. Et si on ne considère pas qu'on a un problème dans ce pays avec la pédocriminalité, avec les violences domestiques, pédocriminalité en général, hein, pas uniquement pédocriminalité, inceste et violences domestiques. Et si on ne considère pas qu'on a un problème dans ce pays et que ça devrait devenir une priorité nationale et qu'on mette les moyens en face en matière de formation, de détection des comportements, d'accompagnement évidemment et de formation des magistrats, des policiers, alors on n'arrivera à rien. S'agissant de l'Église, puisque maintenant les faits sont là, le rapport Sauvé est impeccable. Il y a 45 recommandations, dont la première, c'est d'écarter les personnes mises en cause. Je ne voudrais pas que le débat se concentre sur le secret de la confession ou quoi. Quand Monseigneur Barbarin a été condamné, c'est parce qu'il n'avait pas donné l'alerte et pas donné suite à des signalements. C'était hors confession. Parce que c'était des proches des victimes ou c'était des victimes elles-mêmes qui avaient saisi les responsables au sein de l'Église et il n'y avait pas donné suite. C'est ça qu'il faut changer. Et le débat sur le secret de la confession, non, le secret de la confession, il est encadré par la loi, par la jurisprudence. Il n'y a pas de débat là-dessus. Les prêtres doivent et peuvent donner l'alerte quand ils sont informés d'un crime aussi grave que la pédocriminalité. C'est quoi la suite? En fait, moi, ce que je veux, c'est quoi la suite pour l'État, pour le gouvernement et pour l'Église de cette commission. On ne peut pas dire dans ce pays, il y a eu 300 000 victimes et il y a 0 responsable, 0 coupable circulé et c'est quoi le prochain rendez-vous avec l'Église? C'est pas possible. Donc il faut une réponse. Je sais qu'il y a des demandes de démission de la part des évêques. C'est pas mon rôle, moi, en tant que responsable politique, mais je comprends cette attente de la part des catholiques, des chrétiens, d'une réponse. Ce qui s'était passé au Chili, à la hauteur du drame, en fait. Sans transition aucune, je vais passer à un tout autre sujet. Il y a un débat aujourd'hui sur le cumul des mandats au Sénat. Quelle est votre position là-dessus? Ah oui, c'est vraiment sans transition. Aucune. Cumul des mandats. Nous, les écologistes, je crois qu'on a été exemplaires, aiguillons de ce qui, en fait, autrefois était la règle et qui, désormais, n'est plus toléré par les Françaises et les Français, c'est-à-dire le cumul des mandats, où on nous disait qu'il fallait cumuler les mandats pour pouvoir être ancré territorialement. Je le dis à toutes les personnes qui regrettent de ne pas être maire, vous pouvez être conseiller municipal, même d'opposition, et sans être même conseiller municipal, donc pas de retour sur vous pouvez aller au conseil municipal puisqu'il est public. Donc moi, j'entends ces sénateurs et sénatrices qui disent je dois absolument être maire pour pouvoir avoir un lien avec le terrain. Non, vous pouvez appeler votre ami ou votre collègue qui est conseiller municipal. Est-ce que c'est pas trop? Moi je le fais par exemple. Moi je le fais. Moi je suis conseiller régional. Et je discute avec les élus de mon arrondissement, le 10e arrondissement à Paris. Je ne suis pas conseiller municipal, mais évidemment, on se tient informé de l'actualité de l'arrondissement. Et un mot juste, parce que le temps file et on a quelques questions politiques pour terminer. Mais il y a une part d'hypocrisie, disons les mots là-dessus, voilà, tout simplement. Puisque vous êtes conseiller régional, juste Valérie Pécresse, hier, elle est parvenue à obtenir une aide de l'État qui lui permettra de continuer à faire fonctionner les transports publics de la région, qui ont été appauvris par le Covid. Vous vous en félicitez? Oui, on a un risque, c'est ce que demande également Bruno Bernard, qui est président de la métropole à Lyon et en charge du Sistral. On a un risque là de difficultés financières terribles pour les transports en commun. On voit d'ailleurs que la reprise des transports est très forte. Sur le RERB notamment, il y a des difficultés tous les jours désormais. On a un enjeu d'investissement majeur et donc moi j'appelle Valérie Pécresse à aller au bout de la logique. Cessons avec la lubie du Charles de Gaulle Express et de tous ces investissements dispendieux dans des lignes qui ne servent à rien, je pense en particulier au nord de la ligne 17, et investissons enfin dans les transports du quotidien, en particulier le RERB qui est en grande difficulté. Question politique pour terminer? Où est-ce que vous en êtes des discussions avec vos partenaires à gauche en cette séquence un peu riche? Nous, vous savez qu'on est en campagne, nous avons une candidature, celle de Yannick Jadot, après une primaire
riche et je crois qu'était utile pour débattre de l'écologie. Quand est-ce que vous la lancerez officiellement cette campagne? On est déjà en campagne. Vous savez, on était déjà vendredi avec d'ailleurs Sandrine Rousseau, Éric Piolle, Delphine Batteau et Yannick Jadot et d'autres. On était en campagne sur le thème fondamental du pouvoir de vivre, du pouvoir d'achat, de la rénovation thermique. Et justement dans ce grand débat sur l'énergie. À un moment, une convention d'installation, un temps fort en fait pour installer très publiquement et encore plus officiellement. On est en train d'y travailler. Il n'y avait pas lieu d'attendre cet événement pour démarrer la campagne. Mais ce sera quand? Bientôt. D'accord, avant Noël? Avant Noël, voilà, tout à fait. Plutôt au mois de décembre. Sur la question de Stéphane, sur les discussions, vous discutez encore avec les autres candidats de gauche ou vous irez jusqu'au bout, chacun dans son couloir? Moi, ce que je dis, ce qui est assez simple, c'est que s'il y a plusieurs projets, alors il y a plusieurs candidatures. Si les socialistes tiennent à présenter un projet social-démocrate, croissance verte, le mandat Hollande, c'était super, eh bien, allez-y, effectivement. S'il y a par contre des convergences pour dire on veut agir sur l'évasion fiscale, sur l'ISF climatique, sur la lutte contre les violences faites aux femmes, sur un grand plan pour la jeunesse. J'avais noté que Fabien Roussel y était très favorable. Qui peut être contre, évidemment, un grand plan de soutien à l'autonomie de la jeunesse? Eh bien, s'il y a des convergences, alors nous assumerons de proposer un accord législatif, un contrat de gouvernement. Et donc, il y aura des discussions dans ce sens. Mais uniquement pour les législatives, pas pour la présidentielle. Et pour un soutien de ses forces à la candidature de Yannick Jadot. Donc il y aura des discussions et je ne peux pas... Pour l'instant, elles sont suspendues. Vous attendez par exemple... Non, elles sont en cours, là, elles sont en cours. Et vous n'attendez pas que les socialistes aient tranché, ils ont leur vote... moi, je respecte les instances de chacun. Ces discussions, elles sont en cours avec les différentes forces, dans le respect des temps internes de chaque force. Vous aviez conclu aussi un accord pour la législative avec les communistes, avec Fabien Roussel. On avait Adrien Quatennens sur ce plateau la semaine dernière qui lui nous disait qu'il continuait à discuter aussi avec les communistes pour monter quelque chose. Alors on n'a pas encore conclu d'accord. Il y aura des discussions exploratoires à l'automne. Vous aviez eu des échanges pendant la fête de l'UMA sur ce sujet? J'avais dit qu'ils étaient volontaires pour un accord et j'avais salué parce que ça n'a pas été formalisé du coup en fait. En tout cas, c'est une annonce de bonne intention. Voilà. Donc il y aura des discussions à l'automne. Tout est dans les tuyaux en réalité. Oui, bien sûr. Et depuis plusieurs mois déjà. Et c'est normal? Oui, parce que il y a. Parce que là, la montre avance. Non, parce qu'en fait, on est assez loin encore du dépôt des candidatures. Vous savez, c'est le dépôt des 500 signatures qui marque véritablement l'entrée en campagne. Ça, c'est fin février, en fait. Ça, c'est fin février. Il y aura ensuite l'entrée en campagne. Alors là, quel suspense. 500 signatures, vous n'avez pas de problème à récolter? On se concentre pour les obtenir. Je ne donnerai pas le chiffre à ce stade. Ça veut dire que vous ne les avez pas là? Confiant, mais on est déterminé. Voilà. Et sur les sous, vous avez bétonné vos... Oui, on a une fort bonne relation avec notre banque, qui est une banque qui n'aurez pas de problème qui n'a pas de filiale dans les paradis fiscaux. Ça s'appelle le Crédit Coopératif. Je me permets de leur faire un petit peu de publicité. Et on pourra emprunter de quoi faire une campagne ambitieuse. C'est les travaux de Julia Cagé qui montrent que malheureusement dans notre démocratie, il y a un lien entre le nombre de voix que vous recueillez et l'investissement que vous mettez sur la table. Merci beaucoup. Merci Julien Bayou d'avoir été notre invité ce matin. On regarde la une de Ouest France. Stéphane, quel choix technologique pour la France de 2030? C'est le discours attendu ce matin d'Emmanuel Macron à la une de Ouest France. Merci beaucoup. Bonne journée. On passe au Club des Territoires.